décennal, qui, comme son nom l'indique, de 10 ans, va commencer à courir à partir de l'agréation des travaux. Alors, la notion d'agréation, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais c'est la notion véritablement la plus importante. Vous savez tout comme moi que très souvent, on fait une distinction entre la réception provisoire et la réception définitive, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est bien que ce délai décennal commence à courir à partir de la notion d'agréation des travaux. Alors, comme je vous le disais, nous allons nous attarder quelque peu sur la condition relative au fait qu'il doit, pour que la responsabilité décennale puisse être mise en cause, il doit s'agir d'un vice qui est constaté, qui porte atteinte ou qui pourrait porter atteinte, qui pourrait compromettre la solidité ou la stabilité des ouvrages de l'édifice ou d'une partie importante de celui-ci. Le simple fait que le vice soit de grande ampleur ou implique des frais conséquents ne suffit pas à considérer ce vice comme pouvant compromettre ou compromettant la solidité ou la stabilité des ouvrages. Donc, par exemple, si vous avez une poutre, par exemple, qui traverse votre plafond et qui est fissurée de part en part, le simple fait que ce vice qui est très apparent, qui peut paraître impressionnant, soit directement visible, n'implique pas forcément que l'on soit ici face à un vice qui pourrait porter atteinte à la stabilité de l'ouvrage. Il faudra évidemment vérifier si la poutre fait partie des éléments porteurs de l'ouvrage, du bâtiment par exemple. Donc vous voyez que ce sera véritablement une évaluation cas par cas, in concreto, qui devra être réalisée selon les faits de la cause. Alors, il est important de noter aussi qu'il n'est pas nécessaire que la détérioration réelle soit déjà survenue. La seule découverte du vice est suffisante. Et retenez bien cette précision parce que nous allons en parler tout de suite suite à une analyse d'un arrêt de la Cour de cassation. Enfin, le vice ne doit pas spécialement ou ne devait pas spécialement être caché au moment de l'agréation des travaux. Je veux dire par là qu'il y a bien entendu une distinction à faire entre les vices qui portent atteinte à la stabilité des ouvrages et les vices cachés véniels ou les vices apparents véniels dans mon exemple. Si lors de l'agréation des travaux, vous avez des vices véniels, des vices qui n'empêchent pas l'utilisation normale du bâtiment, qui sont des vices de faible importance, qui ne sont pas graves, qui sont sans gravité, mais qui sont apparents au moment de l'agréation, alors ces vices sont couverts par l'agréation qui est octroyée par le maître d'ouvrage. Par contre, si on a un vice qui porte atteinte ou qui pourrait porter atteinte à la solidité ou à la stabilité des ouvrages et qui était déjà visible au moment de l'agréation, le fait qu'il soit déjà visible à l'agréation ne permet pas de couvrir ce vice. Même s'il était visible, l'entrepreneur ou l'architecte restera responsable pendant 10 ans de ces vices qui pourraient porter atteinte à la stabilité ou la solidité des ouvrages. Dans le cadre de l'analyse de divers arrêts de la Cour de cassation, nous avons désormais sélectionné un premier arrêt, un arrêt du 11 janvier 2019. Alors, dans le cadre de cet arrêt, les faits de la cause étaient les suivants. C'était un contrat par lequel un entrepreneur en toiture était venu faire des travaux en toiture, forcément, et le maître d'ouvrage a rapidement constaté que les toitures présentaient des vices et qu'il y avait des risques d'infiltration d'eau. Toutefois, et ça rejoint le point que je vous avais déjà, sur lequel j'avais déjà attiré votre attention, c'est qu'il n'y avait pas de détérioration actuelle de la structure de la toiture, mais il y avait véritablement un risque pour l'avenir. Il y avait un risque que des infiltrations d'eau commencent à être constatées et il y avait donc un risque que la stabilité des bâtiments soit mise en cause. Vu ces faits, le maître d'ouvrage va assigner l'entrepreneur en justice et l'entrepreneur va lui dire « Mais écoutez, le vice que vous constatez dans les toitures ne met pas, à l'heure actuelle, en péril l'ouvrage. L'ouvrage n'est pas mis en péril en déant les 10 ans, donc vous ne pouvez pas invoquer ma responsabilité décennale. » Alors la question qui est posée par la Cour de cassation dans cet arrêt était la suivante. Le vice lié à la stabilité doit-il mettre en péril l'ouvrage en déant le délai de 10 ans? Et la Cour de cassation va répondre par la négative à cette question.
Elle va dire qu'il n'est pas requis que le vice mette en péril, en tout ou en partie, la stabilité dans le délai décennal. Il suffit qu'apparaisse durant cette période un vice mettant en péril ou étant susceptible de mettre en péril à plus ou moins long terme la solidité de l'édifice. Donc, on le voit par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu'un vice de stabilité qui ne s'est pas encore matérialisé, mais qui risquerait de se matérialiser même après le délai de 10 ans, est suffisant pour engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de l'architecte. Deuxième question relative à ce délai décennal. Comme je vous le disais en tout début d'exposé, ce délai décennal commence à courir à partir de l'agréation des travaux. Alors, ce délai décennal est un délai d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de le raccourcir, par exemple contractuellement, en prévoyant que la responsabilité de l'entrepreneur pour les vices portant atteinte à la stabilité des ouvrages sera limitée à 5 ans, 8 ans, voire même 9 ans. Ce n'est pas possible de le limiter. Par contre, il existe des discussions, à la fois dans la doctrine et dans la jurisprudence, sur la question de savoir est-ce qu'il serait éventuellement possible d'allonger ce délai. On voit certains auteurs qui vont aller dans un sens positif et dire que si les parties se sont accordées sur ce point, elles pourraient prévoir que la responsabilité pour les vices portant atteinte à la stabilité pourrait être allongée jusqu'à 12 ans, 15 ans, peu importe ce qui est prévu. Mais d'autres estiment que ce délai de 10 ans est un délai qui est fixe, qui ne peut pas être augmenté. En tout état de cause, si le délai de 10 ans est dépassé, il doit d'office être constaté par tout juge qui se trouverait face à un cas dans lequel il constaterait que la responsabilité décennale ne peut plus être engagée. Le délai décennal est un délai de forclusion, un délai préfixe. Cela signifie qu'on ne peut pas le suspendre ni l'interrompre, contrairement au délai de prescription. Alors, ce délai de 10 ans implique que tout maître d'ouvrage, notamment qui souhaiterait engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de l'architecte, doit intenter son action dans les 10 ans suivant l'agréation des travaux. C'est ce qu'on peut qualifier de période de garantie, entre guillemets, mais c'est également la même chose que le délai de procédure. Il n'y a pas deux délais différents. Il faut de toute façon que le vice soit invoqué en déant les 10 ans après l'agréation et que l'action soit introduite devant les tribunaux en déant cette période de 10 ans. À l'inverse, mais je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, pour les vices cachés véniels, il y a une distinction puisque là, les actions doivent être introduites en déant un délai utile à partir de la connaissance du vice, mais en général dans un maximum de 10 ans après l'agréation des travaux. Alors, dans le cadre de cette analyse de ce que constitue le délai décennal pour la responsabilité des entrepreneurs et des architectes, un arrêt intéressant, très intéressant même, de la Cour de cassation du 3 janvier 2019 a attiré notre attention. Alors, nous avons mis sur le slide qui apparaît les différentes dates qui ont trait à ce dossier. Vous allez voir que ces dates ont toute leur importance. Ce dossier concernait un contrat d'entreprise donc, qui avait été conclu entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur en 1997. Le 20 juin 1997, l'agréation des travaux est octroyée et comme nous en avons discuté il y a quelques instants, l'agréation signifie que le délai décennal commençait à courir. Or, après quelques années, de graves problèmes de stabilité sont constatés par le maître d'ouvrage qui va donc assigner son entrepreneur devant le tribunal de première instance de Mons. Donc on est en 2002, on est 5 ans après l'agréation des travaux, nous sommes tout à fait dans le délai prévu de 10 ans après l'agréation. Suite à beaucoup de discussions entre les parties, finalement en 2010, seulement 8 ans plus tard, le tribunal de première instance de Mons se déclare incompétent car en réalité, le contrat prévoyait une clause d'arbitrage. Finalement, l'affaire est portée devant la Cour d'appel de Mons qui va confirmer la décision, le jugement pris en première instance par le tribunal de première instance. Et alors, dans
je vous invite à lire cet arrêt de la Cour de cassation, mais vous verrez que l'arrêt de la Cour d'appel est devenu définitif suite à une signification de ce jugement en février 2012. Et finalement, vu cette décision confirmée en appel, de ce que le tribunal de première instance de Mons n'était pas compétent, mais que c'était bien le tribunal arbitral qui devait prendre connaissance du problème, en 2012, le maître d'ouvrage entame une procédure d'arbitrage et vous voyez tout de suite là où ça pose problème, c'est qu'en 2012, nous sommes 15 ans après l'agréation des travaux. Finalement, le tribunal arbitral va estimer que la demande du maître d'ouvrage avait été introduite dans les délais. L'entrepreneur va contester cette décision, va solliciter l'annulation de cette décision devant la Cour d'appel, mais la Cour d'appel va confirmer la sentence arbitrale et l'entrepreneur s'est donc pourvu en cassation contre cette décision et cet arrêt. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 janvier 2019, va confirmer des principes qui sont a priori connus, mais qui sont particuliers dans le cas d'application que nous analysons aujourd'hui. La Cour de cassation rappelle que les articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont trait à la responsabilité décennale, sont des dispositions d'ordre public, ce qui implique que toute action doit être intentée en ayant un délai de 10 ans et que ce délai n'est pas de nature à être suspendu ou interrompu, contrairement au délai de prescription. Toutefois, s'agissant d'un délai de recours, la citation en justice délivrée dans le délai imparti retire le droit d'action à la déchéance. Donc ça, cela renvoie à la règle qui est prévue à l'article 2246 du Code civil. La citation en justice, même donnée devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Et la Cour de cassation conclut: cet effet se poursuit aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à l'instance par une décision devenue irrévocable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? C'est donc que la citation suspend le délai de déchéance jusqu'à la décision irrévocable. Et ce qui est particulier dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'en réalité ici, la citation originelle, introduite devant le tribunal de première instance de Mons, avait été donc l'action avait donc été introduite devant un tribunal qui n'était pas compétent, mais la Cour de cassation va confirmer que cette action a bien été introduite en déant le délai de 10 ans, en déant les délais, même devant un tribunal incompétent, de sorte qu'il faut considérer que l'action du maître d'ouvrage envers son entrepreneur a été introduite en déant les délais. Ce qui est un peu particulier, je vous invite à prendre connaissance de la décision de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, c'est que les délais qui ont trait à ce dossier sont particuliers, vu que donc, suite à toute la procédure qui a eu lieu en première instance, en appel, etc., la citation devant le tribunal arbitral n'a eu lieu que 15 ans après les faits. Mais de notre analyse de l'arrêt de la Cour de cassation, il nous semble que la Cour de cassation va considérer l'ensemble de ces procédures, même si on a d'un côté une procédure devant les tribunaux civils et puis une sorte de deuxième procédure, entre guillemets, devant les tribunaux arbitraux. La Cour de cassation va considérer tout ceci comme une seule et même procédure et va considérer que c'est donc bien la citation originelle introduite devant un tribunal incompétent qui a été introduite dans les temps et que donc l'action du maître d'ouvrage était recevable. Voilà pour la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes. Alors le deuxième point dont nous voulions discuter avec vous aujourd'hui concerne la quasi-immunité des agents d'exécution. Alors nous avons fait un petit schéma pour vous présenter la situation à laquelle nous pensons lorsque nous parlons de cette quasi-immunité. Vous avez un schéma classique, un maître d'ouvrage qui fait appel à un architecte d'un côté et à l'entrepreneur général de l'autre pour la construction de son bâtiment. L'architecte va faire appel à un bureau d'études spécialisé, par exemple, et l'entrepreneur général, comme dans beaucoup de dossiers, va faire appel à un sous-traitant spécialisé, par exemple un électricien, un entrepreneur spécialisé pour la pose de toiture, etc.
Alors, le principe de la quasi-immunité des agents d'exécution implique que les actions pouvant être introduites par le maître d'ouvrage directement envers le bureau d'études qui a contracté avec l'architecte et ou le sous-traitant qui a contracté avec l'entrepreneur général sont particulièrement limitées. Le principe, c'est celui de la quasi-immunité du sous-traitant et nous insistons bien entendu sur le premier mot quasi. Vous l'aurez compris, je reviens une petite seconde sur mon schéma précédent, le maître d'ouvrage n'a de relation contractuelle qu'avec l'architecte et l'entrepreneur général. Il n'a pas de relation contractuelle avec le bureau d'études et le sous-traitant. Ainsi, il ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant ou du bureau d'études. La seule possibilité dont il dispose est d'engager la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant, par exemple. Ici, les seuls cas dans lesquels il peut engager la responsabilité extra-contractuelle de ses agents d'exécution, c'est dans le cas où il y a un manquement à une obligation générale de prudence ou que les dommages sont autres que ceux dus à une mauvaise exécution du contrat. Ce sont effectivement deux conditions qui sont cumulatives. Par exemple, on pense à un sous-traitant, par exemple, qui utiliserait des matériaux qui sont interdits en Belgique. Ça constitue un délit. Ici, on parle d'un manquement à une règle qui est applicable en Belgique, un manquement à une obligation générale de prudence. Dans ces cas-là, la responsabilité extra-contractuelle de l'agent d'exécution peut être mise en cause par le maître d'ouvrage. Donc, on le voit, on parle bien de quasi-immunité du sous-traitant parce que le maître d'ouvrage dispose de moyens d'action envers les agents d'exécution, mais ces moyens d'action sont particulièrement limités. Alors, ceci nous amène à la question suivante. Qui est à considérer comme un agent d'exécution? Un sous-traitant, détenteur du matériel, un loueur d'équipement. Dans le cadre de l'analyse de cette question, nous avons retenu un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2020. Nous avons à nouveau mis un petit schéma pour vous faire comprendre les faits de la cause. Il s'agissait ici d'une vente d'huile de poisson. Donc, on avait un acheteur qui avait pris contact avec un vendeur d'huile de poisson. Et dans le cadre de cette vente, le vendeur avait fait appel à un loueur de réservoir qui s'occupait donc de stocker l'huile de poisson destinée à la vente. Le problème, c'est que suite à une erreur de numérotation des réservoirs, le chargement d'un camion rempli d'engrais avait été déversé dans le réservoir qui contenait déjà l'huile de poisson destinée à la vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis? C'est que l'acheteur de l'huile de poisson a introduit une action directement contre le loueur du réservoir qui s'était donc occupé du stock de l'huile de poisson. Et le loueur a soulevé l'interdiction de concours, le principe de sa quasi-immunité, estimant donc qu'il était un agent d'exécution du vendeur d'huile de poisson. Alors, la question était donc la suivante, et c'est la question qui a été analysée par la Cour de cassation. Est-ce que le loueur de réservoir est bien à considérer comme un agent d'exécution du vendeur d'huile de poisson? Alors, la Cour de cassation va rappeler le principe. Un agent d'exécution est une personne physique ou morale qui est chargée par le débiteur d'une obligation contractuelle de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. Donc, l'agent d'exécution va exécuter une partie de l'obligation contractuelle de l'entrepreneur. La question qui se pose par rapport à notre casus, c'est est-ce que le loueur de réservoir doit être considéré comme une personne qui va exécuter une partie des obligations du vendeur d'huile de poisson, une partie de ces obligations que le vendeur a vis-à-vis de l'acheteur de l'huile de poisson. La Cour de cassation poursuit. Les agents d'exécution ne peuvent être tenus pour responsables sur une base extra-contractuelle que si la faute qui leur est imputée constitue en un manquement non seulement à l'obligation contractuelle, mais aussi à l'obligation générale de prudence qui leur incombe
et si cette faute a causé un dommage autre que celui imputable à la mauvaise exécution. Donc on a ici la Cour de cassation qui rappelle ce qu'elle entend par un agent d'exécution et confirme la notion de quasi-immunité de l'agent d'exécution. Elle poursuit. Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas aux tiers qui n'ont pas été chargés par la partie contractante de l'exécution de ses obligations principales ou supplémentaires. Ainsi, et là j'applique les faits de la cause à l'analyse de la Cour de cassation, une personne qui met des biens auxiliaires, donc le loueur qui met à disposition ses réservoirs aux vendeurs qui ont fait usage dans le cadre de l'exécution de ses obligations vis-à-vis de l'acheteur, ne peut pas être considéré comme une personne qui exécute des obligations de cette partie contractante et donc ne peut pas être considéré comme un agent d'exécution. Donc la Cour de cassation confirme bien que l'agent d'exécution, c'est uniquement la personne chargée de l'exécution des obligations principales ou accessoires du débiteur. Dans le cas qui nous occupe, le loueur de réservoir n'était pas à considérer comme un agent d'exécution parce qu'il n'exécutait pas une partie des obligations du vendeur vis-à-vis de l'acheteur de l'huile de poisson. Dans le cadre d'un autre exemple, on pourrait par exemple penser à tout simplement un sous-traitant qui exécute une partie des travaux, par exemple les travaux de toiture, les travaux d'électricité. Bien entendu, dans ce cas-là, on parlera bien d'agent d'exécution. Par contre, si un entrepreneur fait appel à une société qui est spécialisée, par exemple, dans la location de grues, d'échafaudages, etc., c'est cette société qui loue ces grues et ces échafaudages ne sera pas considérée comme un agent d'exécution et ne pourra pas invoquer le principe de la quasi-immunité. Voilà donc pour la clôture de ce premier thème. Nous entamons le deuxième thème que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Ce sont les différents recours qui sont ouverts à la fois au maître d'ouvrage et ou à l'entrepreneur général dans le cadre de l'exécution des contrats. Alors, nous allons nous attarder sur 5 recours qui sont ouverts à ces parties. L'exception d'inexécution et les amendes de retard sont à considérer comme des recours pouvant être introduits dans le cadre de manquements temporaires qui sont constatés vis-à-vis de la partie co-contractante. Par contre, la réparation en nature, la compensation financière, nullité et résolution du contrat et le remplacement de l'entrepreneur, ce sont des recours qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un manquement définitif qui est constaté. Je voulais déjà mettre l'accent sur cette distinction, vous comprendrez qu'elle aura toute son importance. En tout état de cause, vous l'aurez compris, le maître d'ouvrage et ou l'entrepreneur général a le choix d'utiliser ces moyens de recours qui leur sont ouverts, sauf qu'ils doivent quand même respecter la partie adverse. Il ne peut pas y avoir d'abus de droit. Alors, l'exception d'inexécution. Dans le cadre de ce premier recours ouvert à la fois au maître d'ouvrage et à l'entrepreneur, nous avons sélectionné une définition de cette exception d'inexécution, l'ENAC comme on l'appelle parfois. Cette définition a été donnée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 13 janvier 2017. Dans le cadre d'obligations connexes, comme dans le cas de contrats réciproques, un débiteur a le droit, sans autorisation judiciaire, de suspendre l'exécution de sa propre obligation tant que le créancier ne remplit pas sa propre obligation à son égard. Alors, comme je vous l'ai dit, et j'insiste à nouveau sur ce point, c'est un moyen de défense temporaire. Alors, quelles sont les conditions d'application de cette exception d'inexécution? Il faut qu'il y ait un manquement contractuel de l'autre partie et le fait que l'autre partie doit d'abord remplir ses obligations. Donc, par exemple, j'ai un entrepreneur qui doit réaliser des travaux, mais il ne les exécute pas. En tant que maître d'ouvrage, je décide d'appliquer l'exception d'inexécution et je ne paye pas la facture de mon entrepreneur. Dans la situation inverse, on peut avoir un maître d'ouvrage qui ne paye pas les factures dont il est normalement redevable et l'entrepreneur général utilise l'exception d'inexécution et suspend l'exécution de ces travaux tant que la facture ou les factures n'ont pas été payées. Alors, ce qui est important, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas utiliser son manquement contractuel propre. Si je reprends mon exemple,
le maître d'ouvrage ne paye pas sa facture et l'entrepreneur général décide de suspendre l'exécution de ses travaux, le maître d'ouvrage ne peut pas invoquer par la suite et le fait qu'il ne paye pas sa facture parce que l'entrepreneur n'exécute pas ses travaux. C'est évidemment retourner la situation dans son avantage. C'est le maître d'ouvrage qui, en premier, n'a pas respecté ses obligations contractuelles, n'a pas payé la facture, et donc c'est bel et bien l'entrepreneur qui a le droit d'invoquer l'exception d'inexécution et de suspendre l'exécution de ses travaux. En tout état de cause, il faut utiliser cette exception d'inexécution de bonne foi. À nouveau, et nous insistons, comme vous pouvez le constater, très fort là-dessus, c'est un moyen de défense temporaire, c'est-à-dire que celui qui a invoqué l'exception d'inexécution doit reprendre l'exécution normale de ses obligations dès que l'autre partie remplit à nouveau ses obligations. Donc, pour terminer mon exemple, le maître d'ouvrage ne paye pas la facture, il attend que l'entrepreneur continue l'exécution de ses travaux. Si l'entrepreneur reprend l'exécution de ses travaux, alors le maître d'ouvrage doit payer sa facture. La question qui a été analysée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019 que nous avons sélectionné était la suivante. Est-ce que le créancier peut suspendre définitivement ses obligations sur la base de l'exception d'inexécution? Alors vous allez me dire, ça fait déjà 4 ou 5 slides que vous nous rappelez que cette exception est un moyen de défense temporaire et qui ne peut pas être définitif, mais c'était quand même une question intéressante qui avait été posée à la Cour de cassation. Alors, dans le cadre de cet arrêt, les faits qui ont mené à cet arrêt étaient les suivants. L'entrepreneur effectuait ses travaux de manière incorrecte, de sorte que le maître d'ouvrage avait invoqué l'exception d'inexécution et n'avait pas payé la facture. Finalement, dans le cadre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel, la Cour avait estimé que l'entrepreneur général avait effectivement mal exécuté ses travaux, de sorte que la facture dont il réclamait le paiement envers le maître de l'ouvrage était définitivement non due. Donc, il déclarait la demande de l'entrepreneur général en paiement non fondée parce que les travaux avaient mal été exécutés. Et là, la Cour de cassation a remis les pendules à l'heure et a rappelé que cette exception d'inexécution n'était qu'une exception temporaire. Or, la Cour d'appel, en jugeant que l'entrepreneur avait effectivement été accusé de mauvaise exécution des travaux, mais que de cette sorte, il ne pouvait plus solliciter le paiement de cette facture, finalement, il octroyait un caractère définitif à cette exception d'inexécution, ce qui n'était pas correct. Donc, vous l'aurez compris, l'exception d'inexécution est bel et bien un moyen de défense temporaire, mais, et nous tenions quand même à apporter cette précision, parce que nous avons fait face à cette question dans le cadre d'un dossier que nous avons analysé ici au bureau. Que se passe-t-il en cas de faillite de l'entrepreneur? Donc, j'ai un maître d'ouvrage qui refuse de payer sa facture parce que l'entrepreneur exécute mal ou pas les travaux auxquels il est tenu, et l'entrepreneur tombe en faillite. Est-ce que dans ce cas-là, l'exception d'inexécution peut être considérée comme un moyen de défense définitif? Et selon nous, la réponse à cette question est bien positive, oui. Dans le cadre de la faillite de l'entrepreneur, ce moyen de défense, l'exception d'inexécution, peut bel et bien être considéré comme un moyen de défense définitif. Ceci a été confirmé ici dans un dossier par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, mais sa décision a été soutenue par différents arrêts, notamment de la Cour de cassation, qui allaient effectivement dans ce sens. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu Thomas pour la suite de ce séminaire. Voilà. Excusez-nous pour le problème technique. Au niveau des amendes de retard, comme vous le savez tous, en tout cas les juristes, sans doute pas pour les chargés de projet, les amendes de retard constituent une clause pénale
au sens des articles 1226 et suivants du Code civil. Il s'agit donc bien d'une indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution des travaux. Il y a 3 motifs de modération possibles des amendes de retard en droit privé de la construction. L'article 1231, paragraphe 1er du Code civil, l'article 1232, paragraphe 2 et l'abus de droit. En ce qui concerne le premier motif, il s'agit du suivant. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'amende de retard lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. Ça, c'est un premier motif de modération, lorsque donc le montant prévu contractuellement excède manifestement le montant que les parties pouvaient prévoir. Le deuxième motif, et c'est celui qui va nous intéresser dans le cadre de l'analyse d'un arrêt de la Cour de cassation, c'est 1231 paragraphe 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Le troisième motif, je n'y reviens pas davantage, il s'agit de l'abus de droit. Et enfin, nouveauté depuis le 1er décembre 2020, il y a un motif de nullité possible pour les contrats entre entreprises. Il s'agit d'un cas prévu dans les nouvelles dispositions du Code de droit économique par rapport aux clauses abusives B2B, comme dirait notre ancienne première ministre. Donc article 6 en chiffres romains 91/5, huitièmement, sont présumées abusives, sauf preuve contraire. Il s'agit donc d'une présomption réfragable. Les clauses qui ont pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise. On voit ici qu'il y a quand même une petite différence de libellé entre 1231 paragraphe 1er et cet article du Code de droit économique, parce que dans l'article 1231, on dit qui excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer. Tandis qu'ici, on dit qui dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sachez encore que l'article 6 en chiffres romains 91/6 du Code de droit économique indique que toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans la clause abusive. Voilà pour ces quelques rappels d'ordre juridique. En ce qui concerne plus particulièrement 1231 paragraphe 2 du Code civil, qui prévoit donc que la peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Quelle est l'obligation principale? Généralement, pour les contrats d'entreprise de travaux, il s'agit d'exécuter les travaux. Pour les contrats de fourniture, il s'agira généralement de livrer et de livrer en temps voulu. Quand les travaux d'entreprise sont-ils partiellement exécutés ou sont-ils livrés? Généralement, on adopte une interprétation restrictive. C'est seulement lorsque le maître d'ouvrage a déjà pu recevoir une partie des travaux. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser dans l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2020 que nous avons sélectionné. Dans cette affaire, des travaux de grosses œuvres étaient exécutés en retard. Un contrat d'entreprise prévoyait des amendes de retard, mais tous les travaux n'avaient pas le même retard. Certains travaux étaient exécutés à temps, d'autres n'étaient pas exécutés à temps. Et l'entrepreneur demandait dès lors une réduction de l'amende de retard contractuellement prévu sur base de l'article 1231, paragraphe 2, en disant le juge peut réduire le montant de l'indemnité qui est due en cas d'exécution partielle des obligations. La Cour d'appel n'a pas entendu cet argument. Il a rejeté la demande de réduction au motif que le maître d'ouvrage n'avait pas encore pu agréer
une partie des travaux. Et donc pas d'agréation partielle, pas de réduction de l'amende de retard possible. La Cour de cassation rappelle les principes, slide 36, en vertu de la clause de la disposition du Code civil, la peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Il s'ensuit donc que le juge peut réduire la peine en cas d'exécution partielle de l'obligation. Et il va donner tort à la Cour d'appel en considérant que les juges d'appel qui ont décidé qu'il ne pouvait pas être question d'une réduction parce qu'il ne semblait pas que le maître d'œuvre ait reçu ou aurait pu recevoir une partie des travaux avant l'expiration des délais, n'ont pas justifié leur décision en droit. Et donc on voit bien ici que la réception-agréation des travaux n'est pas le seul critère pour une réduction des amendes de retard sur pied de l'article 1231, paragraphe 2 du Code civil. Et donc, on peut faire une application assez large de ce motif de réduction. Lorsque l'obligation a été partiellement exécutée, on peut réduire l'amende de retard et tout cela n'est pas nécessairement lié à une réception-agréation des travaux. Autre thème, il s'agit de la réparation en nature versus la compensation financière en cas de manquement dans le chef d'une des parties. On a ici indiqué un petit slide avec une comparaison entre la réparation en nature et la compensation financière. D'un côté, la réparation en nature consiste à remettre le maître d'ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le manquement ne s'était pas produit. Il s'agit bien évidemment d'exécuter le contrat. En revanche, la compensation financière en cas de manquement d'une des parties, c'est évidemment la compensation qui se substitue à la réparation en nature. Très important, il s'agit aussi ici d'un rappel des principes. Le maître d'ouvrage a le droit d'option. Il peut préférer la réparation en nature à la compensation financière, même si l'entrepreneur a le droit de proposer une réparation en nature. Exception à la demande du maître d'ouvrage d'exécuter en nature, c'est lorsque l'exécution en nature n'est plus possible, l'exécution en nature n'est plus utile, ou le maître d'ouvrage a perdu toute confiance dans l'entrepreneur. Dans ce cas-là, la demande du maître d'ouvrage d'exécuter en nature peut être refusée. Évidemment aussi toujours en cas d'abus de droit. Mais la question qui va nous intéresser dans l'arrêt de la Cour de cassation que nous avons sélectionné, c'est est-ce qu'on peut imposer une réparation en nature à l'entrepreneur toujours? Eh bien, dans l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2019, on nous dit que le dommage contractuel est indemnisé. Le dommage contractuel est indemnisé soit par une réparation en nature, soit par des dommages et intérêts. Et l'obligation d'indemnisation résultant du manquement fautif d'une obligation contractuelle vise à replacer le créancier dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le manquement ne s'était pas produit. C'est ce que je vous disais. Et la Cour indique bien ici, la réparation en nature ne peut imposer une charge plus importante au débiteur. Et donc la réparation en nature ne peut pas imposer une charge plus importante au débiteur. Et donc c'est un moyen de défense supplémentaire finalement pour l'entrepreneur qui pourrait refuser le choix du maître d'ouvrage d'une réparation en nature pour le manquement contractuel si cette demande de réparation en nature coûte plus qu'une compensation financière. J'en viens maintenant à la nullité et à la résolution du contrat. Ici, c'est un petit rappel des principes juridiques pour les personnes de l'assistance qui ne sont pas des juristes. Il est toujours possible de demander la résolution du contrat, une résolution qui intervient de manière rétroactive. Il est possible de demander cette résolution en justice, on parle donc de résolution judiciaire, mais il est également admis dans la pratique
que le maître d'ouvrage peut procéder à la résolution du contrat de manière extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de l'office du juge. La résolution extrajudiciaire n'est pas prévue par la loi, mais elle est admise par la jurisprudence et par la doctrine. Au niveau des conditions de la résolution extrajudiciaire, elles sont généralement présentées de la manière suivante. Il faut évidemment une faute contractuelle grave, et ça c'est également le cas pour la résolution judiciaire. Il faut une mise en demeure préalable et il faut une notification de l'intention de résolution. Également, pour que la résolution extrajudiciaire puisse être valablement invoquée, le contrôle préalable par le tribunal doit être inutile ou sans objet. Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat? Donc le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. Les parties doivent dès lors être remises dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n'avaient jamais contracté. Les conséquences de cela, c'est évidemment les restitutions. On va restituer ce qui a déjà été fait. Évidemment, en pratique, c'est très difficile, spécialement pour les contrats d'entreprise de travaux, parce que restituer alors qu'on a déjà construit une partie des bâtiments, c'est évidemment très difficile. Et donc, dans la pratique, au niveau des restitutions, on va rembourser finalement le travail qui a été déjà effectué par l'entrepreneur. Conséquence également de la résolution, c'est que les parties ne peuvent pas s'enrichir. La question qui va être posée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2019, c'est lorsque la résolution est prononcée, est-ce qu'il y a eu uniquement un remboursement des coûts réels qui ont été supportés par l'entrepreneur, ou est-ce que l'entrepreneur a droit également à une marge bénéficiaire? Dans l'arrêt du 31 mai 2019, il s'agissait d'un cas de nullité du contrat, mais on peut également appliquer les enseignements de l'arrêt de la Cour de cassation à la résolution du contrat. Le contrat avait été déclaré nul et donc il fallait évidemment replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté. La Cour d'appel de Gand a condamné le maître d'ouvrage à payer le montant facturé par l'entrepreneur après déduction d'une marge bénéficiaire de 15%. Et donc l'entrepreneur a finalement été payé pour les travaux qu'il avait exécutés dans le cadre des restitutions, mais la Cour d'appel de Gand a déduit de ces montants une marge bénéficiaire de 15%. Donc on en revient à la question du slide 44. Est-ce que dans le cadre des restitutions, l'entrepreneur peut uniquement obtenir le remboursement des coûts réels ou peut-il obtenir ce remboursement des coûts réels avec également une marge bénéficiaire? L'entrepreneur a formé un recours en cassation contre l'arrêt pour contester évidemment la non-obtention de la marge bénéficiaire de 15%, mais la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en indiquant bien que la restitution due en cas de nullité, mais c'est aussi applicable en cas de résolution du contrat, ne peut enrichir les parties et dès lors, en refusant à l'entrepreneur une marge bénéficiaire de 15% dans le cadre des restitutions, les juges ont correctement appliqué la loi. L'entrepreneur n'a pas droit à une marge bénéficiaire. Voilà en ce qui concerne la nullité et la résolution du contrat. Autre thème que nous souhaitions aborder avec vous, c'est le thème assez connu dans les contrats de construction, c'est le remplacement de l'entrepreneur. Ici aussi, petit rappel des principes, petit rappel à destination essentiellement des non-juristes. L'article 1144 du Code civil permet à un maître d'ouvrage de faire exécuter par un tiers des obligations du cocontractant
défaillant et de faire exécuter ses obligations par un tiers aux frais de l'entrepreneur défaillant. Ici aussi, il est admis que l'on peut remplacer l'entrepreneur soit de manière judiciaire, soit de manière extrajudiciaire. Au niveau des conditions, contrairement à la résolution, il ne faut pas nécessairement un manquement grave du débiteur, il faut néanmoins qu'il y ait un manquement, mais aucun degré particulier de gravité n'est requis pour pouvoir invoquer le remplacement de l'entrepreneur. Il faut également des circonstances exceptionnelles, et on va y revenir dans l'arrêt de 2020. Il faut, comme pour la résolution, une mise en demeure préalable, et il faut également informer l'entrepreneur remplacé qu'il est remplacé par un autre entrepreneur. Dans l'arrêt de 2020 que nous analysons, il était reproché à l'entrepreneur des défauts dans les vitrages installés. Le maître d'ouvrage a procédé au remplacement de l'entrepreneur sans préavis ni urgence. La Cour d'appel de Bruxelles a considéré que le remplacement par le maître d'ouvrage était en l'espèce abusif et il a rejeté la demande de condamnation de l'entrepreneur au paiement complet des frais supplémentaires de l'entrepreneur tiers. On l'a dit, et si je reviens au slide 47, l'exécution des obligations par un tiers se fait aux frais de l'entrepreneur défaillant. Ici, la Cour d'appel a considéré, parce que le remplacement est abusif, le maître d'ouvrage n'a pas droit à obtenir de l'entrepreneur remplacé les frais supplémentaires qu'il a dû supporter pour l'engagement de l'entrepreneur tiers. Un recours, un pourvoi plutôt, a été introduit contre cette décision. Slide 49, petit rappel de considérants de principe. En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le créancier a le droit, si l'exécution s'y prête, de se faire autoriser par le juge à faire exécuter l'obligation par un tiers aux frais du débiteur. Il s'agit donc ici du remplacement judiciaire, mais la Cour de cassation confirme également la possibilité d'un remplacement extrajudiciaire, donc sans demander l'accord préalable du juge, dans des circonstances exceptionnelles telles que l'urgence. Dans ce considérant, on voit bien que l'urgence n'est pas une condition en soi pour procéder au remplacement extrajudiciaire de l'entrepreneur. Non, c'est dans des circonstances exceptionnelles telles que l'urgence. L'urgence peut être une circonstance, est une circonstance exceptionnelle, mais ce n'est pas la seule circonstance exceptionnelle qui peut être invoquée pour procéder au remplacement extrajudiciaire de l'entrepreneur. C'est un point évidemment assez important. Et sur la question qui était plus précisément posée dans le cas d'espèce, slide 50, la Cour de cassation a reconnu que le maître d'ouvrage qui remplace de manière abusive l'entrepreneur ne peut pas recouvrer auprès de cet entrepreneur les frais supplémentaires qu'il a encourus. Néanmoins, il a droit à la réparation des dommages qui résultent du manquement, ça c'est clair, mais il ne peut pas finalement demander des frais supplémentaires qui lui sont réclamés finalement par l'entrepreneur tiers. Et ça c'est évidemment très important lorsqu'il y a un remplacement abusif. Les frais supplémentaires ne peuvent être réclamés au premier entrepreneur qui a été remplacé de manière abusive. Voilà en ce qui concerne le deuxième chapitre. Deux autres chapitres vont encore nous occuper jusqu'à la fin de l'exposé. Ils sont plus courts que les deux premiers chapitres. Ici, au niveau du troisième chapitre, on va parler de la nullité absolue relativisée des contrats d'entreprise. Slide 52. Petit rappel, ici aussi pour les non-juristes, des conditions de validité des conventions, article 1108 du Code civil. Il faut un consentement, une capacité, un objet et une cause licite.
Au niveau de l'objet illicite, il faut rappeler qu'une convention a un objet illicite lorsqu'elle tend à faire naître ou à maintenir une situation contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives. Traditionnellement, on enseigne que la conséquence d'une convention avec un objet illicite est la nullité absolue. Dans un arrêt plus récent de 2019, on a reconnu une nullité partielle, mais l'arrêt qui va nous occuper, c'est un arrêt du 7 novembre 2019 qui introduit finalement un peu cette notion de nullité absolue relativisée. Les faits de l'espèce sont les suivants. Un acheteur achète sur plan une maison avec un jardin et un garage, et il y a une différence de niveau entre le garage et la maison, et cette différence de niveau sur les plans est contraire au permis d'urbanisme. L'expert judiciaire indique que la contrariété entre le permis et les plans était déjà connue dès le départ. Le vendeur indique que la différence de niveau est assez facile à résoudre en pratique. Mais la Cour d'appel d'Anvers a considéré qu'à partir du moment où la convention d'achat était contraire au permis, l'objet de la convention d'achat était illicite, il y avait donc une nullité absolue. La Cour de cassation, dans un premier considérant, slide 55, rappelle la définition de l'objet illicite de la convention que l'on a vue au slide précédent. Mais c'est là que c'est intéressant, slide 56, la Cour de cassation va indiquer qu'il ressort des documents auxquels la Cour a pu avoir égard, que la demanderesse avait soutenu que l'infraction urbanistique pouvait techniquement être corrigée à un coût relativement limité et que l'infraction pouvait être régularisée. La Cour estime dès lors qu'en considérant purement et simplement que l'objet de la convention d'ériger la maison et le garage attenant était absolument nul et que cette nullité ne peut pas être couverte par les parties, les juges n'ont pas motivé correctement leur décision en droit. Et donc, la Cour de cassation a rejeté l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré que la convention était nulle de nullité absolue. Non, ici, on parle de nullité absolue relativisée. La convention est nulle seulement si l'objectif protégé ne peut pas être atteint. Et ici, il pouvait être atteint en régularisant techniquement la contrariété entre les plans et le permis d'urbanisme, et donc de régulariser la situation. Dernier thème que nous abordons pour cet après-midi, il s'agit du transfert des droits d'action. Dans le nouveau Code civil, on parle de droits qualitatifs. Il s'agit de droits qui sont liés à un bien particulier et qui dépendent évidemment de la qualité de la personne qui détient ce droit. Et en l'occurrence ici, la qualité en tant que propriétaire. Certains droits d'une partie, en fait, il n'a ses droits qu'en qualité de propriétaire. Et que se passe-t-il lorsque le propriétaire cède son bien? Que se passe-t-il avec les droits qu'il a en qualité de propriétaire? On considère généralement qu'ils sont transférés lors de la cession du bien, ils sont transférés au nouveau propriétaire. Que se passe-t-il néanmoins par rapport à ces droits dont dispose le propriétaire sur des procédures qui sont déjà en cours? Ici, je vous ai fait un petit schéma. Le maître d'ouvrage a une relation contractuelle avec l'entrepreneur et puis le maître d'ouvrage cède son bien à un acheteur. L'acheteur dispose d'une action contre l'entrepreneur en raison de sa qualité de nouveau propriétaire. Mais le droit d'action du maître d'ouvrage premier disparaît-il du fait de la cession du bien? On l'a dit, en principe, oui. Toutefois, il y avait ici un cas particulier dans les deux arrêts que nous analysons. Il y avait un litige entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.
L'entrepreneur réclamait le recouvrement de la facture au maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage disposait-il toujours de ses droits en qualité de maître d'ouvrage pour se défendre contre le recouvrement de la facture qui lui était opposée donc par l'entrepreneur. Dans les deux cas analysés par la Cour de cassation, les faits étaient similaires. Il y avait une demande principale du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur sur la base d'une responsabilité à base de vice. Il y avait une demande reconventionnelle de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage en paiement du prix d'entreprise. Et en première instance, la demande du maître d'ouvrage par rapport à l'action en responsabilité de l'entrepreneur a été rejetée. En revanche, la demande reconventionnelle de l'entrepreneur avait été déclarée fondée et donc le maître d'ouvrage avait été condamné à payer à l'entrepreneur la facture en souffrance. Le maître d'ouvrage, entre-temps, avait vendu son habitation et avait fait appel contre la décision de première instance. Et la Cour d'appel de Gand a considéré que le maître de l'ouvrage, qui n'était donc plus propriétaire de son habitation, n'avait plus d'intérêt à continuer la procédure contre l'entrepreneur pour contester la facture. Pourquoi la Cour d'appel avait considéré que l'entrepreneur n'avait plus d'intérêt? Parce qu'il n'était plus propriétaire et donc que ce droit en qualité de propriétaire avait été cédé au nouvel acquéreur. Dans le considérant de principe repris au SAIL 63, la Cour de cassation confirme que les droits qualitatifs sont immédiatement transférés au nouveau propriétaire, même si une procédure judiciaire a déjà été intentée. Néanmoins, la Cour de cassation va casser l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que les droits que le cédant a toujours un intérêt à exercer ne sont pas considérés comme inclus dans le transfert. Et lorsque le propriétaire intente une action, en vertu d'un accord réciproque conclu pour un objet et que l'objet est ensuite cédé, le cédant, donc le propriétaire premier, conserve toutefois un intérêt dans l'action si cette action sert également à se défendre contre une demande reconventionnelle introduite en vertu de cet accord. Pour les non-juristes, ça veut dire que le cédant, le premier propriétaire, conservait toujours ses droits si ceux-ci servaient à se défendre contre une demande de l'entrepreneur en paiement d'une facture. Et donc, ici, le propriétaire premier pouvait toujours se défendre en appel, même s'il avait cédé son bien, contre l'action reconventionnelle en l'espèce de l'entrepreneur en recouvrement de la facture. Voilà au niveau des arrêts de jurisprudence récentes qui nous paraissaient intéressants au niveau du droit privé de la construction. Je vois qu'il est déjà 15h12. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez et nous essayerons d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention.